Pardon. Donc, découverte d'Ansible. Donc, présentation rapide, je suis toujours Alexis Couron, développeur depuis 11 ans, Python, JavaScript, LM, Golang et développeur front chez Gandhi.net. Alors, qu'est-ce que Ansible? Ansible, c'est un logiciel de provisioning et d'orchestration de serveurs. Donc, si vous avez eu l'occasion de travailler pour certains dans le monde du web, par exemple, faut savoir que quand vous serez sans savoir que une application web va être déployée sur un ensemble de serveurs, parce que si vous avez beaucoup de charges, par exemple, je dis une bêtise, mais 100 000 connexions jour, quoi, tout ne va pas tenir sur une seule machine. Donc avec tout ça, vous allez le dispatcher sur plusieurs serveurs. Et avoir beaucoup de serveurs à entretenir, en même temps à administrer, à configurer, à déployer son application sur ce genre d'infrastructure est extrêmement peut être compliqué et coûteuse en temps et en énergie. Donc est arrivé ce genre de logiciels comme Ansible, qui sont des logiciels de provisioning et d'orchestration. Ça permet le déploiement de logiciels, d'exécuter des tâches directement sur les serveurs cibles. Ça gère la configuration, donc ça peut être configuration IP table, configuration d'un serveur Nginx, configuration d'un serveur MySQL, ce que vous voulez, quoi, en fait, tout ce qui est configurable. Évidemment, c'est libre et open source et c'est écrit en Python. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs outils de provisioning. Les quatre plus connus, c'est Chef, Puppet, Solstock et Ansible. Ce qui va différencier en fait Ansible par rapport à ses concurrents, c'est qu'il n'a aucun agent à installer sur les serveurs. C'est-à-dire que les trois autres, si on doit gérer un parc informatique, on va devoir installer sur chacun des serveurs au préalable un petit agent qui lui va se connecter sur un serveur maître, sur master, et va demander régulièrement est-ce que j'ai des modifications à appliquer Là en fait ça va être différent, c'est-à-dire que nous sur notre ordinateur portable par exemple, on va avoir donc un fichier de configuration Ansible décrit en YAML. Et quand on va lancer donc cette recette, on appelle ça des recettes en fait, tout va passer, notre ordinateur va se connecter à tous les serveurs l'un après l'autre et va se connecter donc en SSH à chaque serveur et va appliquer la configuration et la recette en question. Donc la grosse plus-value d'Ansible par rapport à ses concurrents, donc c'est que du coup il n'y a pas d'agent. SSH, normalement tous les serveurs en ont, des serveurs SSH. Du coup sa simplicité de mise en place et le fait que le langage c'est du YAML et du template Jinja. Pour la plupart des développeurs, normalement c'est des notions que les gens connaissent, quoi. Le YAML c'est fichier de configuration assez basique, et pour les templates Jinja, c'est un système de templates qui vient du monde de Python. Il faut savoir qu'il y a un équivalent, par exemple pour ceux qui font du PHP, qui s'appelle Twig. Donc c'est vraiment, si vous avez fait du Twig, vous ne serez pas perdu, quoi. Et comme on a pu le voir tout à l'heure pour le langage Helm, là aussi on a une notion d'idempotence. C'est-à-dire que quand on va appliquer une recette sur un serveur, la première fois qu'on va l'appliquer, il va mettre en œuvre la recette, c'est-à-dire par exemple installer Git, installer MySQL, mettre tel fichier de configuration de MySQL comme cela, etc. Donc il va appliquer la première fois tout ça, enfin toute la recette. Si on réexécute une seconde fois la même recette sur le même serveur, et bien en fait lui va faire un check et voir si la recette colle toujours à ce qui a déjà été appliqué précédemment. Et donc en fait il va pas, ça va être encore une fois idempotent, c'est-à-dire qu'il ne va pas remodifier le serveur vu que la recette est déjà appliquée, quoi. Alors pour l'installer c'est très simple. Alors il faut savoir que c'est uniquement disponible sous Unix.
donc Linux et Mac OS X. Ça s'installe via les systèmes de packaging du système habituel, hein, donc Pacman S Ansible pour Arch, apt-get install Ansible pour Debian et Ubuntu, en sachant, je crois qu'il faut rajouter des fichiers sources supplémentaires, je crois qu'il n'est pas natif dans les packages de base de Debian et Ubuntu, donc en allant sur la doc, on trouve le truc assez facilement, ou alors via pip. Pour ceux qui font du Python, vu que c'est un outil développé en pip, on peut l'installer directement via pip. Alors là, j'ai mis les 3 exemples que moi personnellement j'utilise et que je connais. Bien sûr que c'est packagé dans tous les distribs. Alors, comment dire, la structure des fichiers dans lesquels on va travailler se décrit de cette manière-là. Donc, en fait, on va avoir donc un dossier, projet par exemple, mon projet ou mon archi, et il va y avoir donc deux fichiers importants. Le premier, ça va être host, qui va être en fait tout simplement une liste la liste des serveurs qu'on va pouvoir grouper. Par exemple, on peut imaginer un groupe qui s'appellerait web, et je mets toutes ces IP-là dans le groupe web. Pareil pour database. Parce qu'en fonction, après des différents groupes, on va pouvoir appliquer des recettes différentes. On peut imaginer que pour le web, sans connaître l'archi, il risque d'y avoir un serveur HTTP avec peut-être soit du PHP ou des serveurs... Enfin, ça va parler de web. La database... Certainement que ça sera une configuration différente avec du MySQL, du Postgre. Enfin, on ne va pas installer la même chose, quoi. Et ensuite, on va justement avoir des rôles. Donc, on va avoir un dossier rôle dans lequel on va avoir des sous-dossiers, un par rôle, qui aura une structure un peu particulière. Alors, il existe un petit outil qui s'appelle Ansible Galaxy, qui va permettre justement de créer toute cette structure facilement en une seule ligne. Alors moi, personnellement, ce que je vais décrire aujourd'hui, ça va être pas l'ensemble des fichiers. Il faut savoir que les plus importants, c'est tasks, files et template, et éventuellement handler, mais nous, on ne va pas le voir aujourd'hui. En 20 minutes, ça risque d'être un peu compliqué de voir vraiment tous les aspects de Ansible. Donc le fichier host, et on a aussi donc, j'ai oublié, le fichier playbook. Alors le fichier playbook, ça va être le point d'entrée de notre recette. C'est-à-dire que c'est ce fichier-là qu'on va passer en paramètre d'Ansible pour appliquer l'ensemble de notre recette. Donc par exemple, le fichier playbook, là, ici, décrit qu'on a deux types de recettes à appliquer. Le premier sur les hosts qui sont du groupe web. Quand il va se connecter via SSH, ça sera via l'utilisateur root. Et on va appliquer à cette recette-là les deux rôles common et web. Là, pareil pour database. Donc, c'est une autre, ça va s'appliquer sur les hosts de database. Et on va appliquer common et database. Deux rôles différents. En fait, moi je pars du principe qu'il y a des outils qui vont être communs entre les deux types de serveurs, web et database. On peut imaginer qu'on va avoir besoin de Vim, de Git, de Hashtop pour voir différents tooling, outils qui va permettre de manipuler son serveur assez facilement. Et après, on va avoir du spécifique. Donc, on va avoir un rôle web pour le web et database pour le database. Donc là, on a un fichier YAML. Ça s'écrit très facilement. L'indentation, comme en Python, est important. Les listes, alors là, on va avoir comme une sorte de d'objet, en gros, grosso modo, qui va donc pour chaque attribut. Là, le attribut host va prendre web, remote user va prendre root, et la role, en fait, va prendre une liste. Vu qu'après, en dessous, il y a des petits tirets comme ça va décrire une liste. Ensuite, à l'intérieur de nos rôles, dans les tâches qui vont décrire la manière dont on va appliquer les recettes, on va avoir plusieurs modules.
Bon, il y en a énormément. Là, c'est juste quelques-unes qui sont décrites dans la documentation. Mais vous allez sur la doc, il y en a beaucoup. Donc, pour faire, si vous voulez travailler avec des clouds Amazon, CloudStack, OpenStack, vous pouvez exécuter des commandes classiques du shell. Évidemment, vous avez déjà des modules à l'intérieur d'Ansible pour manipuler du MySQL, du PostgreSQL, du Redis. Vous pouvez manipuler des fichiers, c'est-à-dire que dans l'arborescence de votre projet Ansible, vous avez un fichier qui peut être par exemple la configuration d'un serveur MySQL et vous allez pouvoir en faire une copie sur votre serveur. Inversement, vous allez pouvoir faire le fetcher éventuellement si pour une raison XY vous avez besoin de récupérer localement un fichier. On peut imaginer d'ailleurs le fetcher pour après le rebasculer sur un autre serveur d'ailleurs, par exemple. Line in file, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire sur ce fichier-là, je voudrais que telle ligne existe. Pour imaginer par exemple que sur la ligne qui permet de configurer le serveur MySQL qui décrit quel est le port ouvert sur MySQL, au lieu de modifier l'ensemble de fichiers et d'envoyer une copie complète de notre fichier de configuration de MySQL, on peut lui dire ben, cette ligne-là, je veux que ça soit tel truc, quoi. Par exemple, le port 2809, à tout hasard, enfin, bref. On va pouvoir utiliser donc les templates, comme on l'a vu tout à l'heure avec Jinja. Donc faire des boucles, des conditions, etc. au sein de fichiers de configuration. Et on va pouvoir injecter ensuite des variables, des tableaux dans ces fichiers de templates qui vont générer du coup une configuration au final. On va pouvoir aussi dialoguer via du RabbitMQ. Donc on va avoir un module exprès pour manipuler du RabbitMQ, pour ceux qui connaissent. On va pouvoir, à la fin, par exemple, d'une application de recette, on va pouvoir aussi envoyer à notifier via IRC, Mail, Jabber, Slack. Aujourd'hui, bon, beaucoup sont sur Slack. Le fait que, ben, ça y est, la recette a été mise en application, quoi. On va pouvoir faire du packaging, donc installer via apt, yum, pip, bower, etc. des packages, etc. En fait, tout ce qui peut être fait par exemple avec apt va être faisable avec le module apt de Ansible. On va pouvoir faire du source control, du système, créer des groupes, des users et aussi maintenant beaucoup commencent à vouloir mettre aussi du Docker en prod et évidemment on va pouvoir manipuler des images et des containers Docker. Donc à l'intérieur d'un rôle, on va avoir donc une tâche, plusieurs tâches, et donc par exemple l'installation de Vim. Donc une tâche, ça va se décrire comme ça, un tiret, suivi du name, la description de la tâche, et ensuite le module qu'on utilise. Là, c'est le module apt qui va permettre d'installer, dans notre cas présent, le package Vim. Donc on décrit le nom du package, on dit l'état qu'on veut, c'est dans ce cas-là le latest, c'est-à-dire la dernière version de ce package, je veux l'installer. Là on précise update case, ça veut dire quoi? Avec yes, donc là le booléen c'est yes no, les booléens dans la configuration Ansible, on va préciser que avant d'installer, de faire un apt-get install Vim, on lui dit, avant de faire ça, tu fais un apt-get update, c'est-à-dire que je vais mettre à jour, je vais faire un apt-get update, vous savez ce que c'est. Donc pareil après pour l'installation de Git, là on n'a pas besoin de repréciser update case, vu qu'en fait ça va être exécuté de manière séquentielle. L'update case est déjà fait, pas besoin de le refaire là. Là, tu parles d'un module apt, mais c'est valable aussi pour CentOS, qui par exemple est sur Yum. Exactement. Donc là, après, bon là ça ne le décrit pas, mais on va pouvoir mettre des conditions. Si je suis sur un système Debian, alors je vais utiliser le module apt. Si je suis sur un module CentOS, je vais utiliser Yum, etc., etc. On va pouvoir faire du conditionnel et conditionner l'exécution de nos modules. Évidemment, on peut gérer plusieurs milliers de serveurs indépendamment de l'architecture. Exactement, tout à fait. Le truc, c'est que voilà, installer beaucoup de serveurs, de packages comme ça, faire une tâche par package, ça peut être assez long. Donc, ils ont introduit la notion de boucle.
Donc là, toujours pareil, on utilise le module apt, sauf que là, on va utiliser la notation dite moustache, donc ce qu'on peut retrouver dans la plupart des templates, des systèmes de templates, notamment en JavaScript et dans Jinja, etc. Ça va être entouré par deux accolades et le nom de base sera toujours item. Alors comment ça va se passer? Donc toujours state, update case. Et là on lui précise with items avec un S et on y passe une liste de packages à installer. C'est-à-dire que pour chaque élément présent dans la liste, on va exécuter cela et le nom sera injecté à la place de item. Donc en fait, là dans notre cas, on va installer donc Vim, on va faire un apt get install de Vim, git, tree, htop, zsh, etc. C'est bon pour tout le monde? Création d'utilisateurs. Donc en fait aussi, on peut toujours faire des boucles, mais on peut aussi créer des objets. Donc on crée, là c'est plus le même module, c'est le module user. On lui dit tu me crées un utilisateur qui a pour nom item.name, il doit être présent. On peut imaginer aussi que l'utilisateur, ça serait complètement idiot, ouais, mais d'ailleurs je ne sais même pas si ça marcherait, state, on pourrait imaginer name root, state absent. Ça serait complètement idiot, mais imaginons on a déjà installé des utilisateurs sur un ensemble de machines et pour une raison, il est parti de l'entreprise, le mec, eh bien, on peut le supprimer. Donc, créer une tâche qui permet de supprimer l'utilisateur des machines. Donc, je reviens sur mon truc, des objets item.name, item.groups, et donc avec with items, et donc on voit bien que c'est des objets comme on le voyait précédemment. Là, je vais essayer de vous faire une démo. Enfin, on va essayer, j'espère que ça va marcher. On est à combien de temps là? Il reste 7 minutes pour faire la démo. Alors, bon, je suis sous Vim, désolé pour ceux qui n'aiment pas. Donc, mon fichier host, là je suis sur ma machine. Ben non, mais vu qu'on développe avec, il faut à un moment donné que oui. Bref, donc là, mon fameux fichier host qui va décrire mon serveur web et mon serveur database. Dans mon use case, j'ai un serveur par groupe. Alors, il faut savoir qu'en début d'après-midi, j'ai pris sur fournisseur, enfin, chez un hébergeur, j'ai pris 2 petites instances à 12 €, là, des petits serveurs Ubuntu qui ont chacune une IP. Et j'ai créé sur un sous-domaine sur mon nom de domaine qui s'appelle demo.skitoo.net qui pointe sur le web. L'objectif de cette démo, je préfère le dire avant que, je ne sais pas si ça va marcher, l'objectif, ça va être sur ces 2 serveurs, sur les 2 serveurs, installer le logiciel commun et évidemment, sur la base de données, installer un MariaDB, qui est l'équivalent de MySQL, avec des utilisateurs, etc. À l'intérieur d'un container Docker. Et sur le web, on va installer du WordPress, toujours dans un container Docker, qui va se connecter à la base de données qui est présente sur l'autre serveur. Et en front du WordPress, on va mettre un truc qui s'appelle Kadi. Je ne sais pas si pour ceux qui en ont entendu parler. C'est une sorte de Nginx, donc une sorte de reverse proxy, très simple à configurer et qui va permettre de faire du Let's Encrypt nativement. C'est-à-dire qu'on lui décrit juste quel est le nom de domaine en entrée. Lui, il va se charger après, c'est écrit en Go, il se charge lui après de télécharger automatiquement. Il a ses routines en interne pour aller télécharger les certificats, etc. Donc voilà. Donc normalement, à la fin de la démo, là j'ai 2 serveurs qui viennent juste de popper. L'objectif, c'est d'avoir un site internet qui fonctionne sur 2 serveurs, sur 2 machines, en Docker, et le tout en HTTPS. Et le truc, juste en lançant une commande. Donc notre fichier host, on va avoir notre playbook. Donc là, j'ai le host database. Donc je vais d'abord créer le serveur de database parce que lui va dépendre, enfin comment dire, le web va dépendre de la database. Donc, tu peux un peu les caractères ou pas sur Vim? Putain, alors ça, là je sais. Désolé. Tu as bien raison parce que moi j'arrive pas à lire. On a tous des lunettes d'abord. Moi je mets non mais c'est bon, j'ai insisté. Non mais c'était pas vraiment une blague mais. Attends, parce que
Ah, ça va pas mieux? Ah, mais si, oui, mais si, carrément. En fait, c'était brouillé. Okay. Donc, je vais me connecter sur mon serveur avec l'utilisateur root. J'ai des pré-tasks, c'est-à-dire que je vais aller lire dans un fichier qui s'appelle vars un certain nombre de comment dire, de variables. Donc, WebIP, DBIP. Alors, je pense qu'il y a plus facile, comment dire, on peut faire différemment. Hein. Pour les IP, je pense qu'on peut les récupérer plus facilement que ça, de manière de le faire automatiquement pour après les injecter aux autres serveurs. Moi, j'ai voulu faire rapide là, donc je me suis fait un petit fichier de vars qui liste aussi les IP. Les IP ne sont pas déjà dans le fichier host? Si, justement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aurait moyen normalement de le faire différemment. Petite précision, mais là, je n'ai pas voulu me prendre la tête pour la démo. Voilà. Donc j'ai généré un petit mot de passe qui sera utilisé pour l'utilisateur root de MariaDB. Donc ça s'en fout. Hop. Ça on s'en fout maintenant aussi. Hop. Et voilà, donc lui, il va donc charger ses variables, ok, en pré-task. Et après, je vais appliquer donc le rôle common et database. De la même manière, on fait la même chose pour le web. Utilisateur root, on lit les variables du fichier et on va appliquer common et par contre la web. Donc on va regarder comment ça se passe pour le database. Dans le database, il va avoir un point d'entrée qui va être le task.main. Quand on fait en fait role.database, on va dire, tu vas appliquer tu vas appliquer les tâches qui sont dans le rôle en question, dans le dossier task, et tu vas commencer par le fichier main.yml. Donc là, on va créer une structure pour accueillir MariaDB. Donc en fait, sur le host, c'est-à-dire sur le serveur en question, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer en fait des dossiers. C'est-à-dire que là, on a donc le nom, création de la structure de machin, file, donc on utilise le module file, on crée un fichier qui a pour passe ça. Alors là, en fait, c'est récupérer data directory et log directory. Dans chaque rôle, on a aussi un fichier vars, ok? Donc on va pouvoir préciser des variables pour le rôle en question dans lequel on est. Donc là, moi, ces variables-là vont être puisées dans ce fichier-là. Et donc on va boucler de la même manière en injectant l'item dans le pass. Et on va dire que le state, ça va être un directory. C'est-à-dire que ce qui va être passé en paramètre, il faudra faire un mkdir. Okay, ça ne va pas être un touch ou un truc comme ça, mais ça va être un mkdir. Donc une fois qu'on a créé cette structure de données, enfin pour le fun à la limite, database, database, on peut regarder les fameux dossiers. Donc ça va être root MariaDB data et root MariaDB log. D'accord, non, c'était pas ça. Mais bon, bref, je m'étais planté. Voilà, et après, on va installer le container Docker de MariaDB. Donc là, comme vous voyez, on va utiliser le module data container qui va avoir pour nom MariaDB. On lui précise le nom de l'image qui est présente sur le hub Docker qu'on connaît tous, pour ceux qui connaissent Docker, qui aura donc MariaDB. On lui dit que ça doit être démarré comme état. Et là, on va lui dire que à chaque fois qu'on va appliquer la recette, on va le restarter. Alors là, on sort un peu de l'idempotente, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va appliquer la recette, il va redémarrer, donc en fait, il ne restera pas dans l'état dans lequel il est. Pourquoi? Parce qu'il y a des fichiers potentiellement de configuration associés, donc je suis parti du concept que j'allais redémarrer, mais il y a certainement moyen de faire mieux que ça, encore une fois, parce que là, on perd l'idempotence. On lui dit qu'on écoute sur le port 3306 et qu'à l'intérieur du container, on expose le port 3306. Et là, par contre, on va ouvrir le port à l'ensemble de l'Internet mondial. Donc, bon, là, ça va, c'est pour la démo, on s'en fout. Mais il faudrait, pour bien aller, mettre après un IP table, une configuration de firewall qui conviendrait à dire, ben, en fait, en fait, on va écouter que le serveur web ou que l'ensemble des serveurs web. Parce que pour des raisons de sécurité, ça peut poser problème, quoi. Là, du coup, normalement, tu aurais dû mettre l'IP du serveur web, juste.
Ouais, mais moi je suis parti sur le concept que je voulais pouvoir aussi le manipuler localement, donc c'est pour ça. Mais c'est pour ça que normalement, pour bien aller, il faudrait faire un IP table. Voilà. Les liens de Docker, les links. Ouais, mais là on va être sur 2 serveurs différents. Ça marchera plus. Et non, là on perd, c'est plus sur la même instance de Docker. Donc après on ouvre on a des volumes, donc data directory, log directory, et on injecte le fameux password, MySQL root password. Donc là je crois que j'ai fait le tour. On va passer à la partie web. Alors la partie web elle est un peu plus complexe. Donc là en fait, vu qu'elle est un peu plus complexe, on va créer des sous-fichiers au main, d'autres fichiers qu'on va inclure. Donc un pour la database, c'est-à-dire une pour la database, une pour le WordPress et un pour Caddy. Caddy qui est donc le reverse proxy qui va être attaqué par le navigateur internet. Donc on va prendre web database. Hop. Donc là qu'est-ce que je fais en fait? Je vais utiliser le module MySQLDB dans un premier temps. Je lui dis d'utiliser l'utilisateur root, que j'utilise le MariaDB root password, toujours le même. Ok. Et là, on est sur le serveur web, on n'est pas sur le serveur database. Et je lui dis de se connecter donc sur le serveur database, donc DBIP, et qui crée une base de données qui s'appellera WordPress, qui sera encodée en UTF-8 et qui doit être présente. Ensuite, je crée l'utilisateur MariaDB pour WordPress, donc via le module MySQL User, toujours la même chose, avec root, le password MariaDB root password, sur l'IP du serveur de database, avec pour nom WordPress, un utilisateur qui s'appelle WordPress, qui pourra être attaqué de n'importe quel host et qui aura pour password MariaDB WordPress password. Et après, on lui donne les privilèges, tous les privilèges quoi, à cet utilisateur pour cette base de données-là en question. Donc il est préférable de créer les bases de données depuis le serveur, la config du web. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Ok. Moi, je me pose la question. C'était pour montrer qu'on pouvait le faire depuis n'importe où en fait. Ok. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Là, mais c'est juste pour la démo, montrer que depuis le serveur web, on va pouvoir créer des utilisateurs, créer la base de données si à distance. Si tu as config web en fait, qui se connecte à la même database, comme ça, tu as chacun qui gère son login, ses utilisateurs. Exactement, ouais. C'est une logique. Donc ça, c'est lui qui va créer donc, la base de données. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ensuite? Ensuite, on va voir WordPress. WordPress, qu'est-ce que c'est? Bon, mais pareil, on crée la structure de WordPress avec un dossier data, un dossier log. Et on va créer le container WordPress. Donc toujours pareil, WordPress, on lui donne le nom, l'image, on le start, on lui dit qu'il restart à chaque fois. Cette fois-ci, il va écouter que localement, en 127, sur le port 80. En fait, même le port, il n'a pas besoin... Enfin, la partie port n'a pas besoin vu qu'en fait, il va être linké justement avec Caddy, normalement. Ok, ça on peut l'oublier. Le volume, toujours pareil, on passe donc le data directory, on monte le volume et on lui passe les variables d'environnement. On lui dit quel est le DB host, le DB user et le DB password. Ok. Et enfin, on va avoir Caddy, Caddy. Donc Caddy, on crée la structure, donc un dossier pour accueillir les certificats, un dossier pour vhost et un dossier pour les logs. On copie le fichier Caddyfile. Caddyfile, c'est un peu le fichier etc nginx, nginx.conf de Caddy. C'est le point d'entrée de configuration de Caddyfile. Il est extrêmement simple, moi dans mon cas en tout cas. C'est ça, import vhost /étoile. Et alors, on va y... Voilà, donc là, ça c'est mon... WordPress Caddyfile, donc là c'est du template Jinja, donc tout ce qui va être entre par exemple WordPress domaine, ça c'est une variable qui va être injectée à la volée. Ok, donc là dans mon cas ça va être demo.skitou.net. Je lui dis qu'il écrit dans varlog WordPress access, là il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans le container, ce fichier là sera dans le container, va être utilisé par le container Caddy, donc en fait lui il doit écrire dans le varlog et pas celui du host, après c'est nous. On fait comment dire, on fait un volume entre le host et le container. Et après, on lui dit pareil qu'il écoute sur le port 80. Et voilà, tout simplement. Je ne sais plus ce qu'on disait. Tac.
Voilà. Donc là, après, on va créer des templates du vhost, toujours pareil. Donc là, on utilise, cette fois-ci, le module template. Alors dans mon cas, en fait, c'est un tableau qui n'a qu'un élément, hein, parce que bon, on peut imaginer vu que c'est un reverse proxy, il puisse accueillir en tant que reverse proxy un ensemble de sites complètement monstrueux en fait. Ou ça peut être, enfin, je sais pas, les indépendants souvent ont un seul serveur et ils ont 4-5 sites sur une seule machine. Et donc en fait, ils vont avoir un reverse proxy pour l'ensemble de ces sites internet. Et ensuite, on va créer donc le container Caddy. Donc toujours pareil, là après, bon, vous commencez à connaître, c'est toujours la même chose. Petite précision, là justement, on link à WordPress. On le link au container WordPress. Voilà, à peu près ça. Et donc juste grâce à ça, eh bien, normalement, ça devrait popper notre... Alors je croise les doigts. Je l'ai testé ce matin, normalement c'était bon. C'est où que tu les as pris, les hébergements là, à 2 euros Chez Scalaway. Et ça, ils te permettent de faire ça, là, d'utiliser Ben, Ansible et... Ben, Ansible, c'est du SSH, donc je me connecte chez eux. Donc ils te donnent un accès SSH pour 2 euros sur un hébergement. Pour combien de temps? C'est 2 euros, 3 euros hors taxe par mois. C'est quoi comme puissance dessus? Oh, ben, c'est pas des foudres de guerre. Hein. Oui, oui, c'est des, c'est des VM, c'est des VM. Bah, ils te donnent les hébergements. Enfin bref, là je vais lancer donc ma recette, enfin eux ils appellent ça un playbook. Recette en fait c'est une déformation, ça vient de Puppet qui lui utilise la notion de recette, mais là en fait c'est des playbooks. Donc je lance Ansible playbook-i host, donc j'y indique via -i quel est le fichier qui aura le fichier de qui décrit la liste des serveurs, et après quel est le fichier playbook que je souhaite envoyer. Donc je lance. Alors là, en fait, c'est la première fois que je me connecte en SSH au serveur. Donc vous savez, il demande le fameux fingerprint. Yes. Là, il se connecte aux databases. OK. Il lit les variables locales. Il installe les logiciels communs. Donc là, c'est un peu long parce que il fait l'apt-get update. C'est un petit peu long. Il faut toucher du bois. C'est pas normal que ce soit si long. Si, normalement. Vous me faites peur. Non, ça devrait marcher. Allez, Titine. Ton GitHub, il est à jour avec ton .file là, de Vim? Comment? Ton GitHub, est-ce qu'il est à jour avec toute la configuration de Vim? Oui, normalement, ouais. Ouais. Original, ton Vim. Bon. Bon. Voilà. C'est l'heure de la pause en fait. On boit un petit verre pendant ce temps. La manière de voir ce qui se passe. Est-ce qu'il m'a installé HTOP? Tu t'en méfies. Peut-être qu'il poule les images aussi. Ouais, mais c'était pas si long ce matin quand je l'ai testé. C'est pas cool. C'est un serveur à 2 euros, il est peut-être down. Ben non, là, je suis connecté en SSH là. T'as pas moyen de regarder. Si, tu vois là, on voit les apt, ça y est, il est passé. On voit les apt-get passer sur le HTOP. Donc là, il a installé donc Vimtree, Git, HTOP, Docker.io, Python.docker, MySQL client, Python MySQL DB. Il a créé la structure pour MariaDB. Si ça crache, il gueule un peu Ansible Alors, console. oui, là, il va gueuler. Mais là, pour l'instant, vous voyez, tout ce qui est... Tout ce qui est installé, d'accord. Ouais. là, voilà, tu vois, c'est un changed. Ouais. Donc, ce qui veut dire que dans la liste de tous les fichiers, de tous les logiciels, en fait, il y en a au moins un qui n'a pas réussi à installer. Enfin, qui n'a pas réussi. Au contraire, qui l'a installé. Installé, ouais. Voilà. Là, il est en train d'installer le compteur MariaDB et ça y est, il a fini le premier serveur.
database. Là, il se connecte au second, la partie web. Donc là, c'est pareil, je ne me suis jamais connecté à un SSH, donc il faut que... Et donc là, il va faire la même tisane. Non. Même recette, oui. Le même play. Enfin, du coup, non, il va appliquer le playbook web. Alors là, c'est pareil. C'est un peu long parce que lui aussi, il n'a jamais subi l'apt get update, etc. Et tu as installé quoi comme les bécanes, les remotes là? C'est du Debian classique? Là, c'est du Ubuntu, tout simplement. Voilà, c'est un peu long. Attends, c'est pas fini. Il y a un serveur qui fonctionne. Il y a le deuxième. Les ondes positives. Non, là, Le problème des informaticiens, installé- les développeurs, c'est qu'ils testent jamais ce qu'ils écrivent. Quoi. Tester, c'est Donc là, vous voyez, pour l'instant, demo.skit ou .net, il n'y a rien qui marche. Oui, que tu nous en fumes pas en pointant avec ton nom de domaine ailleurs. Ouais. Mais regardez, ça marche. Tester avant J'avais préparé ce papier. On va faire un dig A pour voir où est-ce que ça envoie un peu. Attends, merde. Host. Euh, 51. 95. Stop. Ah, ça y est, il a fini. Donc là, il a créé la base de données WordPress, il a créé l'utilisateur MariaDB, il crée la structure de WordPress. Il crée le container, donc là c'est pareil, il est en train de pouler l'image, donc c'est vrai que c'est un peu long, toujours pareil. Si tu peux utiliser une image Docker custom, Bah après, il suffit que tu installes, pareil, dans tes recettes, tu installes un container registry Docker, et c'est là-dessus que tu vas ensuite, voilà. Et puis peut-être un buildé en Dockerfile, je suppose. Tu peux être directement buildé en Dockerfile. Oui, pareil. Ouais. Création de la structure Caddy, pardon. Et après, tu peux imaginer un cron qui exécute régulièrement ensuite tes recettes. On peut imaginer que tes recettes soient hébergées sur un Git. Tu les poules régulièrement et tu les exécutes. Tu les poules, et du coup, toi, après, tu as juste à pusher tes recettes sur ton Git. Ouais. Et ça met à jour tous tes serveurs juste en pushant. Ok. Donc là, c'est fini. Ok. Là, si tu fais F5, ça marche. Donc là, non, si je fais F5, je croise les doigts. Et voilà, j'ai mon WordPress avec un HTTPS. On va le configurer. Parce que c'est Caddy qui gère le certificat automatiquement. Oui, c'est du de base, je crois, c'est donc Toto, identifier un skitou. Le mot de passe, je vais le copier-coller parce que je ne me souviendrai pas. Ici, @skitou.net. Voilà. Il t'a pas écrit le fichier de configuration directement? Ah ben après, on pourrait imaginer que tu le fasses aussi. Ouais, bien sûr. Parce que t'avais tout, t'avais le nom de la base et le mot de passe, on aurait pu l'écrire. Ah oui, tu peux imaginer ça. Et voilà, c'est fait, c'est fini. On ne va jamais se connecter. Et donc là, si je vais sur le serveur, maintenant c'est installé. Boum. Et donc on est bien sur un WordPress configuré sur deux machines dans du Docker. Et du coup, après, le but, c'est qu'après, tu as du load balancing, enfin, tu mets plusieurs serveurs web. Ben en fait, par exemple, Caddy, lui, il va être capable de le faire. Je crois qu'il fait un peu. Mais bon, c'est pas forcément fait pour ça, quoi. Il vaut mieux utiliser du HAProxy ou du Nginx ou des trucs un peu plus. Voilà. Mais du coup, tu le gères avec Ansible. Et il te gère toutes les machines. Et après, le load balancing, il fait. Voilà. Et après, on peut imaginer avoir des recettes où tu dis, ben voilà, il faut que
tu me lances des recettes de cron, quoi, où tu dis, ben, en fait, il faut que tu me fasses un backup. En fait, tu vas configurer l'ensemble de tes machines via cet outil-là. L'avantage, c'est que tu vas après pouvoir le versionner. Tu as tout l'ensemble de ton parc informatique qui va être, toute la configuration de ton parc informatique va être versionnée, enfin, comment dire, va être configuré via Ansible, et donc tous les fichiers Ansible, tu vas après le versionner sur ton Git, GitHub, ou ce que tu veux, quoi. Et donc plusieurs personnes vont pouvoir y travailler en même temps, etc., etc., etc. Et là, Ansible, c'était sur ta machine tournée et il se connectait en SSH. Sur chacun des serveurs. Sur chacun des serveurs, au fur et à mesure, il installait ces trucs. Ok. Dans les fichiers conf, je n'ai pas vu à aucun moment de mot de passe de route. En fait. Alors, là, pour bien aller, il faut savoir. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, et c'est ce que j'ai l'impression que c'est. Il ne faut jamais se connecter avec un mot de passe. Il faut limite interdire la connexion au mot de passe à un serveur. En SSH. Tu passes toujours par une clé privée publique. Ah, okay. Donc moi, quand sur mon compte, je crois que c'est Scalaway, là, quand j'ai créé mon compte Scalaway, j'ai envoyé ma clé publique sur leur interface. Et quand ils créent une instance, quand ils créent un serveur pour moi, quoi, ils autorisent de fait cette clé publique-là. Et donc moi, je me connecte avec mon compte SSH directement, quoi. Et j'ai pas besoin. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'écrire de mot de passe, quoi, du coup. Ah ouais. En fait, tu n'as paramétré la clé publique sur sur SSH. Voilà. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Exactement. Ok. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, d'autres questions. Beau gosse. C'est cool, c'est cool. Bien expliqué, Ça a on marché s'en en plus. Eh bien, merci à tous.